à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade, deuxième chronique avec Yvon Lechevestrier qui a édité un livre, maintenant c'était en 2021 je crois ce livre, Yvon. Oui, c'est ça ? Oui. Bon, donc bonjour Yvon. Bonjour jeunes gens. Bonjour André. Et donc on va continuer de feuilleter ce livre tout à fait intéressant qui raconte l'histoire des radios libres rennaises et qui sont finalement qui permettent aussi de suivre l'histoire de Rennes et son évolution. Et donc on peut constater que certains chanteurs ont été importants puisque Pierre Giboire a programmé sur Fréquencies Le Grand Sommeil, qui était un single d'Étienne Dao. C'était quand ça, Yvon ? Ça, c'était les années 80, 82. C'était au tout début, c'est ça ? Ah bah oui. C'était au tout début. Étienne Dao, que j'ai bien connu, parce que je connais bien, faisait le tour lui-même des radios ou des rédactions pour présenter son disque. Oui. Il était élève, je crois, au lycée Zola. Zola, je crois, non ? C'est pas ça. Non, c'était Chateaubriand à l'époque. Là, il était, je sais pas, il était disquaire, il fait disquaire. On faisait des tas de petits boulots. D'accord. Et comment vivait donc Pierre Giboire, lui, n'avait pas un bar. Par contre, Gabi en avait un. Comment ils s'en sortaient tous alors là ? Comment ils faisaient ? Pierre Giboire, en 80, il venait de terminer son service militaire qu'il avait passé sous les cocotiers à Tahiti. Ah bah sympa. Oui. Et il avait fait un peu de service presse à l'armée, donc il s'était dit tiens, journaliste, ça doit être sympa. Donc il est revenu en se disant je suis journaliste radio, parce que c'était le début des radios. Il avait un très bon copain normand à l'AFP à l'époque à Rennes, qui l'a encouragé, qui l'a aidé un peu. Et c'est comme ça que Pierre a eu l'idée avec une poignée de copains. Ils ont mis à l'époque, je crois c'est 3000 francs chacun. Il devait être 3 ou 4, donc tu vois. Et puis avec ça, ils ont acheté du matériel, un émetteur, une console peut-être, et ils se sont lancés. Moi, je les ai connus à ce moment-là. Ils se sont lancés en haut d'un immeuble qui s'appelle toujours le Belvédère, là en haut de la rue de Brest. Mais très vite, une demi-heure après, leur matériel a été saisi, quelques heures, où ils ont réussi tous les cas à le cacher. Après, puis alors ils avaient fait un coup marrant. Ils s'étaient dit on lancera la radio le 14 juillet 1980, vers la prise des ondes, quoi, par rapport à la prise de la musique. Donc il y avait un côté potache. C'est ça qui était. Personne se prenait très au sérieux et en même temps tout le monde se disait mais allez on se lance, on y va. Il y avait beaucoup de spontanéité. Faut rêver, faut y croire. Moi c'est cette partie d'envie de faire. Mais c'est toujours vrai, je pense, dans la jeunesse. Que je trouve intéressant. Ça devait faire plaisir à voir et à vivre, ça, ces jeunes qui voulaient faire des choses. Le contexte était favorable, je pense, le contexte socio-économique. Ouais. Sans doute plus qu'aujourd'hui. Ah oui, c'est à ça que je pensais. Et donc après, dans la page 20-21, eh bien, on parle de la chanson de Jean-Jacques Goldman, il suffira d'un signe. Et ça, c'était Radio Rennes qui a été au bar de Ranelagh. Goldman, c'était plutôt sur Fréquencies que sur Radio Rennes. Ah, d'accord. Mais Goldman, quand il revient à Rennes, moi je le rencontre à Rennes. Pour la petite histoire, quand j'habitais Paris, nous étions voisins. Voilà. Et donc à l'époque, il n'était pas encore chanteur. Il vendait des chaussures de sport. Voilà, c'était son truc. Il faut savoir marcher. Et donc, donc moi je déménage de Montrouge, je viens à Rennes en 81, et je sais pas, quelques mois après, une maison de disques me dit
est-ce que vous pourriez, j'étais journaliste sur Ouest France, est-ce que vous pourriez venir à la présentation d'un jeune chanteur là que nous voudrions lancer, qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Mais je le connais. Et donc je vais à la présentation, on se reconnaît évidemment. Et il était encore totalement inconnu du grand public. Oui, et donc moi j'ai dû faire la première interview de Jean-Jacques dans Ouest France à l'époque, et il est passé en même temps sur Fréquence Libre. Et là, on est en quelle année là? On est en 82. Ouais, oui, c'est un fils de 81 finalement. Pardon? C'est un fils de 81. Goldman? Sur les ondes. Je comprends pas. C'est-à-dire que ces chansons sont nées en même temps que les radios libres, c'est ça que je voulais dire. Ah oui. Les radios libres ont favorisé l'éclosion de beaucoup d'artistes. Goldman en est, Dao, pareil. Sans les radios locales, là, les radios libres, locales, appelons-les comme on veut, ces gens-là n'auraient pas eu le même point de départ. La même écoute. Et finalement, vous citez toute une série de noms, Gérard-Louis Gauthier, Laurent Faye, Franck Delaunay. C'était des acteurs effectifs à l'époque qui animaient ces radios. Si on prend l'exemple de Laurent Faye, qui s'appelle de son vrai nom Laurent Chourel, qui est aujourd'hui électricien, pas très loin de Guichin d'ailleurs, je crois. Ah ouais. À l'époque, c'est un gamin, il a à peine 20 ans. Il est arrivé un soir dans une boîte de nuit, il lui parle de Pierre Giboire qui a créé une radio. Ah oui. Et il va donc le voir, toi qui es fan de musique. Le lendemain, il y est allé avec un paquet de disques sous le bras. Oui. Et Pierre Giboire lui a dit, vas-y, programme sa musique. Ça lui a plu. Et il a commencé une carrière de cantateur, DJ. Et c'est difficile sans doute à imaginer aujourd'hui, mais Laurent, à l'époque, c'était une star à Rennes. La Fréquence Libre avait décentralisé des studios dans les galeries du Centre Alma. Et les jeunes filles se pressaient devant les succès de Laurent studios pour avoir des dédicaces de Laurent. Le fanatisme dans la musique a toujours existé. Et donc maintenant, il a complètement arrêté, Laurent? Oui, Faye? Oui, il a changé. Lui, il aurait pu faire une très belle carrière s'il avait voulu aller à Paris. Il a fait un autre choix. Ouais, chacun ses choix, bien sûr. Oui, je crois qu'il ne regrette pas. Moi, je l'ai revu au moment de la sortie du livre, là, il y a 2 ou 3 ans. Il m'avait l'air très heureux dans son métier d'électricien. Bien sûr. Et s'il nous écoute, je le salue parce que c'était vraiment un type, il est toujours d'ailleurs un type charmant. Ah bah, c'est super. On le salue aussi. Donc, ça a été une grande explosion de radios locales multiples. Radio Rennes, Radio Conga, Radio Vilaine, Fréquence Libre, RBS. J'ai arrêté de compter, mais il y en a eu au moins à une époque, à la belle époque, là, les années 80, 82, 83, 84, 85. Il y en a eu une quinzaine, avec des radios très différentes. Radio Conga, c'est une radio qui a marqué les mémoires. C'était une radio qui avait été créée par un type dont le père tenait un magasin de vêtements à Rennes et qui avait créé ça dans le grenier de l'hôtel particulier de son père. Oui. Et puis qui passait des musiques. Alors là, moi, c'est les premières fois que j'ai entendu des musiques brésiliennes, sud-africaines. C'était une programmation très pointue, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas des radios qui étaient concentrées sur les chanteurs bretons? Alors, à Rennes, non. Sinon, Radio Rennes, déjà, qui donnait la part belle aux auteurs de la région. Mais je me souviens pas d'une radio où il y avait essentiellement la musique ou des chansons bretonnes, quoi. Ce qu'ils veulent passer partout, hein. Ouais. Rennes, une sorte de capitale régionale, un peu comme Paris par rapport à la France, quoi. Assez jacobin, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas eu de... Non, il y a eu une radio... À l'époque, il y avait des gens qui avaient des ambitions politiques aussi. Il faut se rappeler que la gauche arrive au pouvoir en 77 et rêve aux prochaines municipales de reprendre le pouvoir. Donc, les années 80, des gens autour de Madelin, qui est alors un ministre, Madelin, un opposant de droite important,
réunit autour de lui des gens qui ont de l'argent. Ils vont créer une radio qui s'appelait RBS, je sais plus ce que ça voulait dire, RBS. qui va être une radio très 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 politique. Et au moment de la manifestation Oui, pour la défense de l'enseignement catholique. Ouais. Enseignement privé. Oui, mais ouais, là, privé on est catholique en en France, quoi. On est en 84. Oui. RBS, fait vraiment la propagande contre cette manifestation. Oui. Alors, vous avez aussi assisté par ces radios-là à la naissance des transmusicales également, page 32. Les transmusicales sont créées avant les radios. Les c'était avant. C'est dès 1977. Ouais. Ah, d'accord. Mais mais les radios vont prendre le relais. Vont aussi populariser encore un peu plus les transmusicales. D'accord. Dans quel sens elles vont participer aux transmusicales, les radios locales là? Elles ont des émissions en direct des transmusicales quand les trans ont lieu encore à la salle de la Cité. Oui, je vois. Je me rappelle que Fréquence Hill, je crois, Radio Rennes avait des studios faisait des directs à partir de ça. Oui, ils faisaient des directs. Quoi. D'autre part, on parle aussi des restaurants du cœur. Alors, quelle a été l'implication des radios dans le développement des restaurants du cœur? Tout ça, c'est la même période. En 85, Coluche est très, très connu. Et au micro d'Europe 1, là, c'est pas une radio locale, mais au micro d'Europe 1, il lance l'idée des restos du cœur. Et l'idée va être tellement elle est folle aussi, cette idée-là, au départ. Quand on disait que tout était possible, Coluche, il a cru que c'était possible. Et la preuve, aujourd'hui encore, ça existe. Ouais. Et donc, c'est relayé, les Restos du Cœur sont aussi relayés, même si ça a été créé sur Europe 1, par les radios. Et puis Coluche, à l'époque, il bouille la chemise, il fait le tour de France pour populariser son mouvement. On parlait de Goldman, qui sont très copains à l'époque. Ils sont nés. Ils partent ensemble. Ils ont grandi tous les deux à Montrouge. Et quand quand Coluche demande à Goldman, tu vas bien me faire une petite chanson, Goldman ne refuse pas et ça va devenir un tube. C'était un super tube. Ça va passer sur toutes les radios locales. Donc, voilà. C'est un ensemble en fait. C'est vraiment. Je disais tout à l'heure, les années 80, c'est quand même des années qui ont été très particulièrement créatives. Oui, tout à fait. Beaucoup de choses qui se sont libérées, si j'ose dire, à côté des radios. Alors, quand je dis la voix est libre, c'était... Oui. La voix et les voix. On ne peut pas passer quand même sous silence l'importance de Pierre Lecomte pour le football, pour le stade rennais. Pierre Lecomte, c'est un personnage. Pierre. Oui. À l'époque, il a son job, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais il a son job. Et le samedi, le dimanche... il devient journaliste radio et c'est lui qui va commenter avec tous les matchs, avec Vincent Simoneau, avec Franck Delaunay, avec des gens comme ça. Ils prennent leur voiture le samedi, ils se rendent au bout de la France pour commenter des matchs du Stade Rennais. Et ils deviennent très connus parce que à l'époque, pareil, les seuls, on pouvait pas suivre les matchs en direct. Avec les matchs importants qui étaient retransmis sur les ondes nationales. Et alors, comment ça se passait ? Ils étaient pas retransmis en direct, c'était en différé. Sinon, ils retransmettaient en direct. Ils pouvaient, sans problème. Vous avez le matériel pour... Moi, j'ai accompagné Vincent Simoneau comme ça sur des déplacements. On partait, je vous dis, le match avait... La plupart du temps, les matchs avaient lieu encore le samedi soir. Donc, on partait le samedi matin, on faisait 400, 500, 600 km de voiture. On arrivait dans le stade, il installait le sol, là, un téléphone, et puis à 20h30, hop, on appelait Fréquence Hill, allez, t'es à l'antenne, et vas-y. André ? Alors, le son était peut-être pas forcément formidable, mais il y avait plein de gens à suivre le match. Tout le monde suivait. Malgré tout, si le son n'était pas top, ça allait, que tout le monde accrochait. Juste une petite question pour parler un peu des financements. Est-ce que la publicité jouait un rôle important dans ces radios libres-là ? Elle a commencé à jouer son rôle, oui. Elle permettait quand même
de payer par exemple un déplacement comme ça, d'acheter du matériel. Oui, sans la publicité, les radios dites commerciales n'auraient pas existé. Ouais, Radio Rennes, c'était différent. Oui. La radio de Debbie Aubert, lui refusait je sais pas ce qu'il refusait la publicité, mais les radios associatives n'avaient pas le droit à la pub. Elles avaient le droit, par contre, à des subventions, c'est autre chose. Ah oui, donc radio associative, donc beaucoup de radios libres au départ étaient associatives et certaines sont devenues non associatives, si j'ose dire. Au départ, on peut dire qu'elles étaient toutes associatives. Hein. Oui. Mais très vite, les radios sont devenues. Fréquencile est une radio associative au départ, et très vite, l'association va devenir une société. Quoi. Ou alors elle crée une association peut créer, je sais pas quoi, une société. C'est plus une association. Après, c'est une histoire l'association qui gère la société. Elle est plus sous la loi. Non, je sais pas. Non, je pense juridiquement, c'est possible. Je suis pas un spécialiste non plus. Ouais. D'autre part, peut-être vous pouvez un personnage, une dame qui s'appelle toujours, je pense, Anne-Claire Delorme, qui avait fait un mémoire de DEA sur les radios locales. Peut-être que vous avez... Oui, Anne-Claire, à l'époque... est très impliquée, je crois. Oui, impliquée. Elle est étudiante à Rennes 2. Elle était en DEA, c'est ça. Ouais. Et elle fait une thèse ou une mémoire, en tous les cas, sur les radios. Donc, effectivement, elle a fait un travail plus... d'historien. Elle était en histoire à Rennes 2. Oui, elle n'a pas été impliquée dans le développement même des radios. Non. Elle a fait un travail d'historienne. Delorme, c'est un nom de journaliste de Ouest France, ça, non? Son père a été journaliste. Ah, c'est ça. Donc c'est la même famille. C'est sa fille. Oui, non, parce que j'ai lu des articles signés Delorme. Guy Delorme à l'époque. Guy Delorme, oui, c'est ça. En charge de tout ce qui touchait à l'économie et au social, un gros journaliste Ouest France. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, un Delorme, une Delorme. Et donc je crois qu'elle a écrit d'ailleurs dans Ouest France un aspect historique des radios locales, hein, c'est ça, qui était un résumé de son DEA, je crois. Oui, c'est ça. Diplôme d'études approfondies, DEA, c'est ça. Oui, petite thèse. Voilà. Donc là, on va finir cette deuxième chronique et on va se retrouver la semaine prochaine pour une troisième chronique. Merci beaucoup, Yvon Lechevestrier. Eh bien, à la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. André aussi. Oui, au revoir, camarades. Un bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.